Ce matin de mars 2001, le vent atlantique soufflait fort, poussant les nuages bas contre la côte rocheuse de Bretagne. Dans le petit port de Plouzané, les bateaux de pêche tanguaient, amarrés à leurs amarres, grinçant comme s'ils se plaignaient du froid qui semblait ne jamais quitter la région. Pour les habitants, ce bruit était banal. Pour les pêcheurs qui partaient avant l'aube, c'était simplement un signe de plus que la journée serait difficile. Parmi eux, il y avait Yann Le Guen, Marc Rivoal et Émile Fournier, des hommes différents, mais unis par une routine immuable qui se répétait depuis des années. Yann, le plus expérimenté, était réputé pour sa rapidité de décision en mer. Marc, le plus jeune, affichait l'urgence de celui qui avait besoin de faire ses preuves. Émile, peu bavard, était chargé de maintenir le bateau à flot quand tout tournait mal. Aucun d'eux ne laissait présager que cette sortie serait différente des précédentes. Le bateau prit la mer alors qu'il faisait encore nuit, fendant les eaux agitées vers un endroit précis de la côte, connu seulement des pêcheurs locaux. Ce n'était pas un secret, mais l'endroit ne figurait pas non plus sur les cartes touristiques. Là, les bancs de poissons se concentraient généralement près de formations rocheuses, submergées, dangereuses pour ceux qui ne connaissaient pas les lieux. Yann, lui, le savait. Des heures plus tard, le bateau n'est pas revenu. Au début, personne ne s'inquiéta. La marée pouvait retarder le retour, la radio connaissait parfois des ratés, et le temps changeait rapidement sur cette côte. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que l'inquiétude commença à gagner le port. On alluma des lanternes. Des regards attentifs scrutaient l'horizon à la recherche du moindre signe de lumière. La mer ne répondit que le silence. Les recherches commencèrent le lendemain matin. Les gardes-côtes ratissèrent des kilomètres de littoral. Des hélicoptères survolèrent la zone. D'autres pêcheurs prêtèrent main forte, guidant les équipes dans les passages les plus dangereux. Le bateau fut retrouvé 2 jours plus tard, à la dérive, moteur éteint et coque marquée par des impacts. Aucun signe de lutte n'était visible, aucun corps ne fut retrouvé. Seuls des filets partiellement remontés et une forte odeur de carburant mêlée à l'eau de mer furent décelés. L'affaire prit rapidement une ampleur régionale. La presse locale parla d'accident. Les autorités n'écartèrent pas la possibilité d'une collision avec des rochers immergés. Les familles, cependant, ne se contentèrent pas d'explications vagues. Yann était trop prudent pour commettre une telle erreur. Marc n'aurait jamais abandonné le bateau. Émile n'aurait jamais laissé le moteur éteint sans raison. Au fil des semaines, les recherches se sont réduites. Puis, elles ont été abandonnées. Officiellement, les 3 pêcheurs ont été déclarés disparus en mer. Officieusement, leur histoire n'était plus qu'une rumeur de plus dans les bars du port, mêlée à d'autres disparitions oubliées par l'océan. Le temps suivit son cours, comme toujours. Le port continua de fonctionner, de nouveaux pêcheurs prirent place. Les familles apprirent à vivre avec l'absence, sans chercher de réponse. Les noms des 3 hommes n'étaient plus évoqués qu'aux anniversaires, lors de dates commémoratives silencieuses, et dans les conversations interrompues par une intrusion. 9 ans plus tard, en 2010, le littoral breton attirait à nouveau l'attention pour une autre raison. Julien Moreau-Julien, plongeur professionnel spécialisé dans les inspections sous-marines, avait été engagé pour évaluer l'état des récifs profonds près des côtes. Le travail était technique, répétitif et exigeait de la précision. Julien n'était pas un aventurier. Il suivait les protocoles, vérifiait son équipement et descendait, mètre par mètre, dans des eaux froides et troubles. Ce jour-là, la mer était exceptionnellement calme. La visibilité, bien que limitée, était meilleure que d'habitude. Julien descendit, attaché au câble de sécurité, sentant la pression augmenter tandis que le monde au-dessus de lui devenait un flou lointain. Le fond marin commença lentement à se dessiner. Des rochers couverts d'algues, de profondes crevasses, des ombres trompeuses. C'est alors que quelque chose a semblé déplacé. Entre 2 formations rocheuses, partiellement recouvertes de coraux et d'encroûtements marins, se trouvait un objet qui détonnait dans ce milieu. Ce n'était pas une épave ordinaire. Ce n'était pas un morceau de bateau. Ses lignes étaient trop nettes, ses angles trop droits pour être ignorés.
Julien s'approcha prudemment. Il passa la main sur la surface rugueuse, sentant le métal, sous les couches d'organismes marins, sûrs, vieux, lourds, solidement fixés au récif par des câbles rongés par le temps. Il ne semblait pas avoir été traîné là par hasard. Quelqu'un l'avait placé à cet endroit précis. Le plongeur fit signe à la surface tout en maîtrisant sa respiration. Cela ne figurait pas dans le rapport initial. Il savait néanmoins quand la situation dépassait le cadre d'une simple intervention technique. En examinant le coffre-fort, Julien eut l'étrange impression d'être confronté à quelque chose qui était resté caché pour une raison bien précise. Le genre d'objet que la mère accepte de garder, mais qu'elle n'oublie pas. Sans le savoir, à cet instant précis, il avait touché le fil invisible qui reliait le présent à une disparition oubliée depuis près de 10 ans. Et le littoral, qui paraissait si paisible, allait bientôt révéler que certaines histoires ne finissent jamais lorsque la mer décide de se taire. Le littoral breton n'était pas qu'un simple décor, mais une force motrice dans la vie de ses habitants. Les maisons basses en pierre résistaient aux vents incessants et les ruelles étroites semblaient conçues pour ramener rapidement les gens à l'abri. La mer rythmait les journées, les humeurs et les destins. À Plouzané, on ne demandait pas si quelqu'un pêchait, on demandait depuis combien de générations cette famille pratiquait ce métier. L'absence de Yann, Marc et Émile laissait des traces indélébiles, même des années plus tard. Leur bateau avait été réutilisé par un autre groupe, mais personne ne l'appelait par le nouveau nom peint sur sa coque. C'était toujours le bateau de Yann. Au bar près du port, 3 bancs restaient presque toujours vides, non par respect affiché, mais par une habitude tacite que personne n'osait transgresser. Les familles se séparèrent. L'épouse de Yann continua de vivre dans la même maison, conservant les mêmes horaires et les mêmes habitudes, comme s'il pouvait revenir à tout moment. Elle ne parlait pas de sa disparition, mais laissa toutes les affaires de son mari exactement là où il les avait laissées. La mère de Marc partit pour Brest, incapable de supporter la mère qui lui avait volé son fils. Les proches d'Émile, quant à eux, évitaient les interviews, refusaient les hommages et n'acceptaient jamais le mot « accident ». Ce silence collectif a alimenté des versions contradictoires des événements. Certains disaient que le bateau transportait autre chose que du poisson ce matin-là. D'autres évoquaient des désaccords récents entre les pêcheurs et les transitaires. Aucune de ces histoires n'a été officialisée, mais toutes ont survécu aux conversations nocturnes, toujours interrompues par l'arrivée d'un inconnu. Julien Moreau avait grandi loin de là, à Nantes, et ne connaissait ce genre d'environnement que par son expérience professionnelle. Pour lui, la mer était un lieu de travail, non un lieu d'appartenance. Pourtant, en remontant à la surface après la plongée, au cours de laquelle il avait trouvé le coffre-fort, il remarqua que l'atmosphère sur le bateau d'assistance avait changé. L'opérateur évitait son regard. Le technicien chargé des relevés mit plus de temps que d'habitude à noter les coordonnées. Julien ne fit aucun commentaire sur le moment. Il suivit le protocole, consigna la trouvaille comme objet métallique d'origine indéterminée et en resta là. Ce soir-là, cependant, il décida de mener ses propres recherches. Dans les archives numériques et les vieux journaux, il trouva rapidement des références à la disparition de 2001. Les dates correspondaient, le lieu aussi. Ce n'était pas une preuve, mais la concordance était difficile à ignorer. Le lendemain, Julien demanda l'autorisation d'effectuer une nouvelle plongée, plus détaillée. La réponse tarda à arriver. Lorsqu'elle parvint enfin à destination, elle était accompagnée de la présence de Claire Dumas. Elle était employée de l'administration maritime régionale. Elle ne s'est pas présentée comme enquêtrice, mais elle observait bien trop de choses pour quelqu'un qui n'était là que pour des raisons bureaucratiques. Claire connaissait bien l'histoire des pêcheurs. Au moment de la disparition, elle était encore assistante juridique et avait aidé à rassembler les documents des familles. Elle savait quelles questions étaient restées sans réponse et quels rapports avaient été classés trop rapidement. En entendant la description du coffre-fort, elle ressentit à nouveau un vieux malaise, le même qu'elle avait éprouvé en déposant la plainte. Lors de sa nouvelle plongée,
Julien remarqua que le coffre était fixé avec plus de soin qu'il ne l'avait imaginé. Les câbles n'étaient pas improvisés. La fixation était logique. Le positionnement suggérait une planification. Ce n'était pas un objet jeté à la mer à la hâte, c'était un objet destiné à y rester. Lorsqu'elle a refait surface, Claire a demandé à voir les images. Elle les a regardées en silence, sans l'interrompre. Ce n'est qu'à la fin qu'elle a fait remarquer que ce type de coffre-fort était inhabituel sur les bateaux de pêche. Julien était d'accord. Cela ne correspondait pas à la routine habituelle des disparus. La nouvelle commença à circuler discrètement. D'abord parmi les dockers, puis parmi les pêcheurs plus âgés. Certains reconnurent l'endroit sur le récif. D'autres dirent que Yann évitait ce secteur à marée basse. Les informations ne concordaient pas parfaitement, mais elles créèrent une tension croissante. Des personnages auparavant secondaires commencèrent à se rapprocher du cœur de l'intrigue. Un ancien acheteur de poissons, devenu propriétaire d'une entreprise de transport, fut mentionné plus fréquemment. Un ancien employé du port, licencié peu après 2001, réapparut dans les environs. Chaque apparition enrichissait le récit, sans pour autant apporter de réponse définitive. Julien ressentait le poids de cette attention non désirée. Il ne l'avait pas recherchée, mais elle faisait désormais partie de quelque chose de plus vaste. Claire, quant à elle, comprit que le passé qu'elle avait tenté de ranger dans des boîtes et des documents était loin de rester enfoui. La mer, indifférente à tout cela, poursuivait son cours immuable. Mais à Plouzané, il était devenu évident que la disparition des pêcheurs n'avait jamais été qu'une simple tragédie maritime. Elle avait brutalement interrompu quelque chose que certains croyaient à jamais enfoui. La confirmation officielle de l'existence du coffre-fort a définitivement bouleversé le silence qui régnait à Plouzané. Ce qui n'avait circulé jusque-là que comme une rumeur a commencé à être traité avec prudence par les autorités maritimes, qui évitaient tout lien direct avec la disparition de 2001. Pour autant, la simple reconnaissance de l'objet a semé le doute dans les versions antérieures des faits. Julien reçut l'ordre de suspendre ses plongées jusqu'à nouvel ordre. La justification invoquée était liée aux conditions météorologiques et à une révision des protocoles. Mais il comprit rapidement que cette décision relevait davantage du contrôle que de la sécurité. Les échantillons prélevés furent demandés pour analyse technique et les copies des images disparurent des archives locales. Claire a commencé à agir en dehors de son rôle institutionnel. Elle a repris contact avec d'anciens collègues, consulté des dossiers papier oubliés et demandé l'accès à des rapports jamais numérisés. Dans de nombreux cas, elle a constaté des pages manquantes, des signatures incomplètes et des décisions administratives prises avec une rapidité inhabituelle. Rien de tout cela ne constituait une preuve formelle, mais cela révélait une tendance inquiétante. Entre-temps, l'atmosphère au port devenait de plus en plus tendue. Julien était observé de loin, interrompu dans ses conversations et dissuadé de rester après les heures de service. Un technicien expérimenté lui fit part d'un avertissement informel. Certaines questions n'étaient pas les bienvenues. Le plongeur ignora ce conseil, conscient que rebrousser chemin à ce moment précis ne ferait que confirmer ses soupçons. Le premier véritable obstacle surgit lorsque Julien tenta d'obtenir une autorisation indépendante pour une inspection structurelle de la chambre forte. Sa demande fut refusée pour des raisons de compétence territoriale. Peu après, il reçut un appel anonyme lui suggérant de rentrer à Nantes avant de s'impliquer davantage. Le ton n'était pas agressif, mais il laissait clairement entendre que quelqu'un surveillait chacun de ses faits et gestes. Claire se heurta à une résistance similaire. Un ancien supérieur refusa de parler de l'affaire, prétextant avoir oublié. Un autre affirma que tout lien entre le coffre-fort et les pêcheurs relevait de la pure spéculation. Confrontée aux dates et aux coordonnées, elle reçut des réponses évasives. Ce sentiment d'être bloqué ne provenait pas d'une source unique, mais d'un réseau complexe de silences concertés. Entre-temps, de nouvelles informations ont commencé à émerger en dehors des circuits officiels. Un pêcheur retraité a affirmé avoir vu le bateau de Yann ce matin-là.
accompagné d'un autre navire sans signe distinctif apparent. Un mécanicien de la marine s'est souvenu avoir effectué une réparation inhabituelle sur le moteur quelques semaines avant la disparition, une intervention qui n'avait pas été consignée dans les rapports officiels. Ces témoignages, bien que partiellement contradictoires, ont renforcé l'idée que la thèse de l'accident était incomplète. Julien décida d'agir seul. Avec son propre équipement, il planifia une plongée de nuit, profitant d'une période de marée favorable. Il n'avait pas l'intention de retirer le coffre-fort, mais seulement de l'examiner de plus près. Il savait qu'il franchissait certaines limites, mais il savait aussi que cette occasion ne se représenterait peut-être pas. Lors de la descente, il remarqua des signes d'intervention récente. Des incrustations avaient été enlevées, et l'un des câbles présentait une usure incompatible avec la durée d'immersion. Quelqu'un était donc passé par là après la découverte initiale. Cette constatation transforma sa curiosité en urgence. À son retour, il constata que le bateau d'assistance était resté vide quelques minutes de plus que d'habitude. Rien n'avait été volé, mais le message était clair. Julien fit part de ses observations à Claire le soir même. Elle en comprit immédiatement la signification. Il ne s'agissait pas d'un simple objet oublié, mais de quelque chose que quelqu'un considérait encore comme précieux ou dangereux. À partir de ce moment, le conflit cessa d'être une simple affaire d'enquête et devint personnel. Julien commença à ressentir le poids de choix qu'il n'avait pas envisagé en acceptant le poste. Claire, quant à elle, réalisa que se replonger dans le passé mettait en péril non seulement sa carrière, mais aussi sa sécurité. Des personnages, jusque-là secondaires, commencèrent à prendre position. Le propriétaire de la compagnie de transport évita le port pendant des jours. Un ancien employé réapparut aussitôt pour disparaître à nouveau. Chaque événement renforçait l'impression que l'histoire se dirigeait vers une confrontation inévitable. La mer restait calme, presque provocante. Mais sous la surface, quelque chose s'agitait, intentionnellement. Julien et Claire se retrouvaient désormais au cœur d'un conflit qu'ils n'avaient pas provoqué, mais auquel ils ne pouvaient plus échapper. La découverte du retour d'une personne sur le récif après la première plongée a créé un sentiment d'urgence qui s'est discrètement répandu à Plouzané. Aucune annonce officielle n'a été faite, mais de petits signes indiquaient un mouvement. Un bateau de l'administration maritime est apparu au port, en dehors de ses heures habituelles. 2 hommes inconnus ont commencé à rôder autour des quais, observant plus qu'ils ne conversaient. Claire comprit que le temps jouait contre elle. Si le coffre-fort était supprimé avant toute documentation officielle et détaillée, il ne resterait que des témoignages fragmentaires et des démentis institutionnels. Elle décida d'accélérer les enquêtes parallèles, même en sachant que cela augmentait les risques. L'un de ces fronts impliquait Martin Luc, un ancien employé du port licencié quelques mois après la disparition des pêcheurs, a été retrouvé par Claire dans un village voisin où il vivait de petits boulots. D'abord réticent, Luc a fini par céder en comprenant que l'affaire ne s'éteindrait pas. Il a déclaré qu'en 2001, on lui avait demandé de modifier les horaires d'accostage dans les registres nocturnes. Rien de criminel en soi, mais suffisant pour masquer des mouvements précis. Luc a également mentionné un nom que Claire avait déjà entendu, toujours indirectement, Arnaud Keller, un intermédiaire logistique au contrat sporadique dans la région, était connu pour transporter des marchandises légales rarement inspectées en profondeur. Keller n'a jamais fait l'objet d'une enquête officielle, mais son nom apparaissait en marge de documents et dans des témoignages incomplets. Pendant ce temps, Julien était confronté à ses propres difficultés. Son contrat à Plouzané avait été suspendu sans préavis. Officiellement, il s'agissait d'une réévaluation budgétaire. En pratique, cela signifiait qu'il perdrait l'accès légal à la zone récifale. Cette restriction l'obligeait à envisager des solutions alternatives, rendant chaque décision d'autant plus difficile. La relation entre Julien et Claire évoluait, elle aussi. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle se muait en une alliance fragile, fondée sur des risques partagés. Ils évitaient de se rencontrer dans des lieux prévisibles,
et échangeaient désormais des informations de manière fragmentaire, conscients d'être potentiellement observés. D'autres histoires commencèrent à s'entremêler. L'épouse de Jan, restée silencieuse pendant des années, retrouva discrètement Claire. Elle n'apporta aucune preuve, seulement un souvenir précis. Quelques semaines avant sa disparition, Jan avait évoqué un travail supplémentaire, sans lien avec la pêche. Il avait paru tendu, plus prudent que d'habitude. À l'époque, elle n'avait pas insisté. Désormais, ce souvenir prenait tout son sens. Un ancien acheteur de poissons a confirmé avoir vu le bateau des pêcheurs rentrer au port à une heure indéterminée, quelques jours avant leur disparition. Selon lui, Jan évitait son regard et a déchargé rapidement une marchandise sans explication. L'acheteur n'en a jamais parlé par crainte de représailles. Ces intrigues secondaires n'apportaient pas de réponse directe, mais elles convergeaient vers un même point. Les pêcheurs s'étaient retrouvés impliqués dans une affaire qui dépassait leur quotidien. Le coffre-fort sur le récif cessa d'être une anomalie isolée et commença à être perçu comme un maillon d'une chaîne de décisions mal documentées. La pression du temps s'intensifiait lorsque Claire apprit qu'une opération de nettoyage sous-marin était prévue dans la zone récifale dans les semaines suivantes. Le terme était vague, mais l'effet serait irréversible. Tout objet jugé non conforme pourrait être retiré au nom de l'environnement. Julien savait que ce serait probablement sa dernière chance d'obtenir des informations directes du coffre-fort. Il planifia une nouvelle plongée, encore plus risquée, cette fois avec un équipement limité et sans journal de plongée externe. Il n'avait pas l'intention de l'ouvrir, mais d'identifier toute marque, tout numéro ou tout symbole pouvant indiquer son origine. Lors de la descente, il constata que le site avait de nouveau été modifié. Un des câbles avait été remplacé par un plus récent. Le coffre-fort était toujours là, mais visiblement en cours de maintenance. Cette découverte confirmait que quelqu'un surveillait activement l'objet. À leur retour, Julien et Claire comprirent que les intrigues secondaires n'étaient plus parallèles. Tout convergeait rapidement vers un point critique. Les histoires individuelles, auparavant fragmentées, formaient désormais une mosaïque inquiétante, où chaque élément suggérait intention, planification et silence délibéré. Le temps, qui pendant des années avait semblé atténuer la disparition des pêcheurs, se contractait désormais, et chaque décision prise à partir de ce moment aurait des conséquences que personne à Plouzané ne pourrait ignorer. L'opération de nettoyage sous-marin fut officiellement confirmée 3 jours plus tard, une date fut fixée et une équipe externe désignée. La justification environnementale semblait solide, mais pour Claire, l'annonce sonnait comme un ultimatum. Si le coffre-fort était retiré sous contrôle institutionnel, tout lien avec la disparition de 2001 serait noyé dans des rapports techniques et des manœuvres bureaucratiques. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Julien apprit la nouvelle le jour même où il découvrit son logement saccagé. Rien n'avait été volé, mais les tiroirs ouverts et le matériel déplacé indiquaient une fouille sélective. Quelqu'un cherchait quelque chose de précis, peut-être des documents personnels ou des notes de plongée. Le cambriolage ne laissait aucun doute quant à l'escalade de la situation. Face à cette situation, Claire décida de révéler une lettre qu'elle avait conservée pendant des années. Il s'agissait d'un document interne datant de 2001, jamais officiellement versé au dossier, mentionnant une saisie non déclarée au large des côtes bretonnes. Le texte était vague, mais il évoquait des matériaux de valeur sensible et recommandait un confinement hors des procédures conventionnelles. À l'époque, Claire n'en avait pas saisi toute la portée. À présent, le coffre-fort donnait tout son sens à ce sous-texte. Cette révélation a bouleversé la dynamique de leur relation. Ce qui n'était que suspicion s'est mué en quasi-certitude. Les pêcheurs avaient été utilisés à leur insu ou non comme intermédiaires dans une affaire qui les dépassait. La disparition, autrefois un accident mal expliqué, est devenue un maillon d'une chaîne de décisions secrètes. Julien proposa une dernière descente avant l'opération officielle, cette fois avec un objectif précis. Il ne suffisait pas d'observer le coffre-fort.
Il fallait documenter son contenu ou, à tout le moins, prouver son origine. Claire hésita, consciente des conséquences juridiques et personnelles. Pourtant, elle accepta. Le temps pressait. La plongée eut lieu à l'aube, profitant d'une courte période de mer calme. Julien descendit avec un appareil photo autonome et le strict minimum. Une fois sur le récif, il remarqua quelque chose d'inhabituel. Le coffre-fort portait des traces d'impact récentes, comme si quelqu'un avait tenté, sans succès, de l'ouvrir de force. L'une des charnières était partiellement visible sous la corrosion enlevée. Avec une force maîtrisée, Julien parvint à déloger un panneau latéral mal fixé, suffisamment pour révéler une inscription gravée à l'intérieur, un numéro de série militaire partiellement effacé et le symbole d'un ancien fournisseur de l'État français, désactivé des années auparavant. Il ne s'agissait pas d'une simple marchandise de contrebande, c'était du matériel qui n'aurait jamais dû se trouver là. Avant qu'il puisse prendre d'autres photos, Julien sentit le câble de sécurité se tendre brusquement. Le signal convenu indiquait une remontée immédiate. Levant les yeux, il aperçut une ombre qui se déplaçait à la surface, incompatible avec la présence du bateau d'assistance autorisé. Quelqu'un était arrivé trop tôt. Il monta sans discuter, conscient que toute insistance compromettrait la situation. À première vue, il trouva Claire tendue, observant un navire officiel s'approcher lentement. Il n'y eut pas de confrontation directe, juste des ordres secs de mettre fin à l'activité et de remettre le matériel pour vérification. Le tournant survint quelques heures plus tard, lorsque Claire reçut un appel inattendu. À l'autre bout du fil, Arnaud Keller. Il ne fit aucune menace et ne nia rien. Il déclara simplement que ce qui reposait au fond de la mer n'avait jamais été destiné aux pêcheurs et que leur erreur avait été de leur en révéler trop. La communication fut coupée avant que Claire ne puisse répondre. Cet aveu implicite a tout bouleversé. Keller, autrefois simple nom en marge, est devenu le lien entre la logistique, le silence des institutions et la disparition humaine. Plus important encore, il a confirmé que les pêcheurs avaient été éliminés de façon délibérée et non par hasard. Julien et Claire comprirent que l'histoire ne suivrait plus le cours prévu. Il n'y aurait ni enquête officielle et transparente, ni justice immédiate. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était s'assurer que la vérité ne soit pas à nouveau complètement étouffée. Le tournant décisif ne résidait pas seulement dans la révélation du contenu du coffre, mais aussi dans la certitude que quelqu'un était prêt à réécrire la réalité pour tout dissimuler. Dès lors, il ne s'agissait plus de découvrir ce qui s'était passé en 2001, mais de décider comment exploiter cette découverte. Et cette décision changerait irréversiblement le destin de toutes les personnes concernées. La confirmation implicite de Keller eut des effets immédiats, même sans être rendue publique. Claire sentit le poids de sa responsabilité basculer brutalement. Elle n'était plus une simple employée se replongeant dans une ancienne affaire, mais une personne détentrice d'informations susceptible de révéler une série de décisions illégales impliquant des agents de l'État et des intérêts logistiques. Le silence avait désormais un coût tangible. Julien perçut le changement d'atmosphère avant même toute annonce officielle. Le port semblait plus organisé que jamais, d'une propreté impeccable et lourdement gardée. L'opération sous-marine progressait rapidement, le matériel arrivant en avance sur le calendrier prévu. Rien ne laissait présager une telle précipitation, mais chaque mouvement indiquait que le temps était maîtrisé par d'autres. Les images capturées par Julien ont été restituées incomplètes. Des segments entiers étaient corrompus ou manquants, selon le rapport technique. Aucune explication convaincante n'a été fournie. La perte du matériel visuel a rendu l'inscription à l'intérieur du coffre-fort extrêmement fragile, ne reposant plus que sur des témoignages oraux. Claire a tenté de signaler officiellement les faits, mais s'est heurtée à une résistance immédiate. Sa demande a été transmise à un niveau supérieur et lui a été retournée avec une recommandation de classement sans suite, faute de preuves matérielles. Le ton était poli, mais catégorique. Elle a compris que toute insistance par les voies hiérarchiques traditionnelles ne ferait que l'isoler au sein de l'institution.
Pendant ce temps, à Plouzané, la réaction fut moins organisée, mais plus viscérale. Le retour des récits provoqua un malaise chez les habitants les plus âgés. Ceux qui avaient perdu des amis en mer commencèrent à remettre en question les anciens témoignages. Le nom de Yann fut de nouveau prononcé à voix haute. Marc cessa d'être un simple portrait vieilli. On se souvint d'Émile non plus comme d'une victime de l'océan, mais comme d'un homme réduit au silence. Les familles ont réagi de différentes manières. L'épouse de Yann a exigé des explications officielles et a envoyé des lettres restées sans réponse. La mère de Marc a refusé de parler aux journalistes, mais a autorisé l'examen des documents personnels de son fils. Les proches d'Émile ont adopté une attitude défensive, craignant des représailles. Julien a fini par être perçu comme un élément perturbateur. Il n'était pas ouvertement harcelé, mais il est devenu quelqu'un à éviter. Les invitations ont cessé. Les conversations étaient interrompues dès qu'il s'approchait. L'isolement n'était pas accompagné de menaces directes, ce qui le rendait plus efficace. Claire était confrontée à un dilemme similaire. Rester impliquait d'accepter de lourdes limitations. Partir signifiait renoncer à toute possibilité d'influence. Elle opta pour une troisième voie, partager certaines informations avec des personnes extérieures à son cercle, sans porter d'accusation directe. Elle ne recherchait pas le scandale, mais la préservation de la mémoire. La réaction institutionnelle fut silencieuse, mais coordonnée. Le coffre-fort fut retiré lors de l'opération de nettoyage sous prétexte de raisons environnementales. Aucun communiqué ne précisa son sort. Seule une brève note indiquait que des matériaux non conformes avaient été éliminés conformément au protocole. Pour ceux qui savaient où chercher, ce manque de détails était éloquent. Keller a disparu de la scène locale. Ses contrats ont été réattribués, son nom rayé des registres récents. Aucune enquête publique, aucune inculpation. Juste un retrait progressif de sa présence officielle, comme s'il n'avait jamais été important. Julien et Claire savaient que les conséquences ne seraient pas explosives, mais insidieuses. La vérité ne se révélerait pas sous forme d'aveu, mais plutôt comme une érosion continue des versions officielles. Chaque démenti renforçait les soupçons. Chaque silence laissait place au doute. La mer reprit son cours apparemment normal. Les bateaux partaient et revenaient, les filets étaient jetés. La vie quotidienne reprenait son rythme. Mais quelque chose avait changé dans la perception collective. La disparition de 2001 avait cessé d'être un mystère lointain et était devenue un exemple de ce qui pouvait arriver lorsque des intérêts supérieurs se croisaient. Ces réactions n'ont pas instauré de justice immédiate, mais elles ont redéfini les limites. Certains habitants ont commencé à refuser des travaux non justifiés. D'autres ont exigé des documents plus transparents. Des actions modestes et isolées, mais dont l'effet s'est cumulatif. Pour Julien, la conséquence la plus évidente fut intérieure. Il ne considérait plus son travail comme neutre. Chaque plongée était désormais empreinte de la conscience que les fonds marins recelaient non seulement des objets, mais aussi des décisions humaines, enfouies par commodité. Claire, quant à elle, acceptait de ne pas pouvoir maîtriser l'issue. Son rôle n'était pas de résoudre le problème, mais d'empêcher son effacement complet. En consignant les informations, en se souvenant des événements et en établissant des liens, elle entretenait une plaie que certains auraient préféré refermer de force. Les conséquences de ce tournant n'ont pas mis fin au conflit. Elles l'ont simplement transformé. Et cette transformation allait définir les prochaines étapes, exigeant des choix qui ne pouvaient plus être différés, révélés. Pour Julien, le premier sentiment fut celui d'une défaite concrète. L'objet qui avait tout motivé avait disparu, et avec lui la possibilité d'une preuve matérielle directe. Pourtant, quelque chose s'était cristallisé en lui. Il n'agissait plus seulement comme un technicien obéissant à des contrats, mais comme quelqu'un prêt à prendre des risques conscients. Ce changement s'est manifesté lorsqu'il a reçu une offre d'emploi sur une autre côte, bien rémunérée et sans complications. En temps normal, il aurait accepté sans hésiter. Cette fois, il a refusé. Il a choisi de rester dans la région quelques semaines de plus, utilisant ses propres ressources pour consulter d'anciennes données sur les courants océaniques, les registres de trafic maritime et les cartes sous-marines historiques.
C'était un travail discret et méthodique, effectué loin des projecteurs. Claire était confrontée à un autre défi. Sa position au sein de l'institution était devenue intenable. Elle n'avait pas été officiellement licenciée, mais on lui confiait des tâches sans rapport avec son domaine d'expertise. Au lieu de s'en prendre directement à la hiérarchie, elle demanda une mutation temporaire au service de documentation historique maritime, un secteur considéré comme inoffensif. Elle y découvrit des archives oubliées, d'anciens rapports et une correspondance interne qui n'avait jamais fait l'objet d'un recoupement. Le partenariat entre Julien et Claire a évolué vers une structure plus rigoureuse. Ils ont instauré des routines claires, des moments privilégiés pour échanger des informations et des méthodes de stockage des données en dehors des systèmes officiels. Il ne s'agissait pas de paranoïa, mais d'adaptation. Chaque décision tenait compte des leçons tirées de leurs erreurs récentes. Dans leur vie personnelle, tous deux ont manifesté des changements notables. Julien est devenu plus réservé, moins impulsif. Il a commencé à planifier chaque action à l'avance, en évaluant les conséquences au-delà de l'immédiat. Claire, auparavant excessivement prudente, a adopté une attitude plus affirmée, reconnaissant que la neutralité absolue était, dans ce contexte, une forme d'omission. D'autres personnages ont également manifesté des transformations subtiles. Le pêcheur retraité qui avait fourni des informations a commencé à parler plus ouvertement dans un cercle restreint. L'épouse de Yann a classé les documents, lettres et notes de son mari, créant un dossier informel qu'elle ne partageait qu'avec des personnes de confiance. De petits gestes qui, ensemble, indiquaient un changement d'attitude collectif. Julien a identifié une tendance pertinente en recoupant d'anciennes données. Certains jours proches de la disparition, des courants atypiques avaient été enregistrés, compatibles avec des opérations nocturnes de navires plus grands que des bateaux de pêche. Ce n'était pas une preuve définitive, mais cela renforçait l'hypothèse d'un mouvement logistique clandestin. Il a organisé ces informations avec clarté, rédigeant un rapport technique indépendant qu'il est difficile de rejeter comme une simple spéculation. Claire, de son côté, découvrit une correspondance interne évoquant une solution maritime à un problème délicat, une expression trop vague pour être ignorée. Le document ne mentionnait aucun nom, mais il confirmait l'existence de décisions prises en dehors des protocoles habituels. À sa lecture, Claire comprit que l'évolution personnelle qu'elle devait entreprendre était non seulement professionnelle, mais aussi éthique. Ils savaient tous deux que persister dans la même voie les mènerait aux mêmes obstacles. Ils ont donc changé de stratégie. Au lieu de rechercher une reconnaissance institutionnelle, ils se sont concentrés sur la préservation de l'information. Ils ont créé des copies redondantes, distribué les données à des personnes de confiance et mis en place un réseau informel de mémoire collective. Cette approche exigeait de la patience. Il n'y avait pas de confrontation directe, seulement des progrès constants. Chaque petite victoire renforçait la conviction qu'ils évoluaient, même sans résultat visible immédiat. Le dépassement des difficultés ne se traduisait pas par des victoires publiques, mais par une résistance acharnée à l'anéantissement. À Plouzané, l'atmosphère reflétait cette transformation. Des conversations auparavant évitées commencèrent à se multiplier, non pas sur un ton accusateur, mais avec la reconnaissance tacite qu'un dysfonctionnement avait eu lieu. Le discours officiel n'était plus accepté sans être systématiquement remis en question. Julien comprit que sa propre évolution était liée à l'acceptation de ses limites. Il ne sauverait pas les pêcheurs, ni ne les forcerait à avouer. Son rôle était différent, veiller à ce que les circonstances de leur mort ne se réduisent pas à de simples statistiques maritimes. Claire, quant à elle, accepta qu'elle ne pourrait pas maîtriser le moment où les conséquences se produiraient. Certaines vérités mettent du temps à se manifester. À la fin de cette période, tous deux étaient différents de ce qu'ils étaient au début, moins naïfs, plus attentifs, mais aussi plus déterminés. Ils n'avaient pas surmonté le conflit au sens traditionnel du terme, mais ils avaient grandi au sein de celui-ci, s'adaptant sans se soumettre. Cette évolution silencieuse les avait préparés à ce qui allait suivre. Le conflit n'était pas terminé.
Il était simplement entré dans une phase où les choix conscients feraient toute la différence. Et cette fois, Julien et Claire étaient prêts à aller de l'avant sans reproduire les erreurs du passé. Le dénouement imminent ne se manifestait pas soudainement, mais par un resserrement constant de l'étau autour de Julien et Claire. Leur marge de manœuvre se réduisait comme peau de chagrin. Chaque jour, sans réaction directe des autorités, confirmait que toute solution viendrait en dehors des circuits traditionnels. Julien a finalisé le rapport technique indépendant et l'a révisé à de nombreuses reprises, en éliminant toute interprétation. Le document ne présentait que des données vérifiables, relevés actuels, schémas de trafic maritime, incohérences temporelles et renvois aux archives publiques. C'était un document froid, presque impersonnel, mais précisément pour cette raison qu'il était difficile de s'en débarrasser. Il savait que ce texte serait son principal atout au moment décisif. Claire s'est attachée à rassembler les éléments restants. Elle a recueilli des témoignages informels, de vieilles lettres et des documents administratifs qui, pris individuellement, ne prouvaient rien, mais qui, ensemble, dressaient un tableau cohérent. Elle a choisi de ne pas chercher de nouvelles sources. Le risque d'être démasqué augmentait, et les éléments qu'il possédait déjà suffisaient à étayer un récit solide. Certaines intrigues secondaires trouvèrent leur dénouement naturel. Luc Martin quitta définitivement la région, se contentant de prévenir qu'il n'en reparlerait plus. Le pêcheur retraité évita toute mention directe de la disparition, satisfait d'avoir dit tout ce qu'il pouvait. L'épouse de Yann confia à Claire une boîte contenant les notes de son mari, soigneusement rangées, lui demandant seulement de ne pas laisser tout disparaître à nouveau. Ces dénouements n'ont pas apporté de soulagement, mais de clarté. Les pièces du puzzle étaient réunies. Il ne restait plus qu'à décider comment et quand les mettre en mouvement. La tension monta lorsque Julien réalisa qu'il était suivi à l'extérieur du port. Ce n'était pas assez discret pour passer pour une coïncidence. Une voiture empruntait le même itinéraire, maintenait une distance constante et disparaissait lorsqu'il changeait brusquement de direction. Julien ne l'affronta pas. Il se contenta d'enregistrer mentalement chaque détail et d'adapter ses trajets. Claire reçut un avertissement moins subtil. Un collègue lui suggéra, sur un ton excessivement amical, d'envisager un congé prolongé. Le message était clair. Elle atteignait rapidement une limite informelle. Au lieu de céder, Claire accéléra ses préparatifs. Ils décidèrent que la prochaine étape ne se limiterait pas à Plouzané. Pour survivre, l'histoire devait dépasser les frontières de cette ville. Julien identifia un consortium journalistique spécialisé dans les enquêtes maritimes et environnementales, reconnu pour son travail avec des données techniques et sa résistance aux pressions institutionnelles. Claire approuva ce choix, estimant qu'il s'agissait du canal le plus approprié. Avant de l'envoyer, ils ont tous deux relu le dossier une dernière fois, s'assurant que chaque affirmation était étayée par des preuves vérifiables. Ils ne recherchaient pas d'accusation directe, mais plutôt la mise au jour d'incohérences graves. Leur stratégie était claire, rendre l'affaire trop importante pour pouvoir être étouffée discrètement. L'atmosphère de la ville reflétait une anticipation grandissante. Les bateaux continuaient de partir, les touristes flânaient toujours le long du rivage, mais on sentait vaguement que quelque chose allait se produire. Les conversations s'interrompaient brusquement dès que des noms familiers étaient évoqués. Le passé semblait moins lointain. La veille de l'envoi du dossier, Julien retourna seul au port. Il déambula entre les bateaux ancrés, observant les lumières se reflétant dans l'eau sombre. Il pensait aux pêcheurs disparus, non comme à des symboles, mais comme à des hommes ordinaires, victimes d'une épreuve qu'ils n'auraient jamais dû traverser. Pour lui, se préparer à ce moment crucial n'était pas une question d'adrénaline, mais de responsabilité. Pendant ce temps, Claire organisait les dernières sauvegardes à différents endroits. Des clés USB scellées, des copies physiques et des fichiers chiffrés étaient distribués à des contacts de confiance. Même si quelque chose arrivait à Claire ou à Julien, les informations seraient toujours disponibles. Le lendemain matin, l'expédition eut lieu. Aucune confirmation immédiate. Seul le silence qui précède les décisions irrévocables. Dès lors, le contrôle ne leur appartenait plus entièrement.
Les heures suivantes furent marquées par de timides signes de réaction. Des appels téléphoniques restés sans réponse, une demande de réunion urgente refusée, une note interne sollicitant des clarifications générales sur les activités récentes. Rien d'explicite, mais tout indiquait que les documents avaient été reçus et commençaient à circuler. Julien et Claire ne fêtèrent rien. Ils savaient que le dénouement ne serait pas une révélation spectaculaire, mais une confrontation progressive entre les versions officielles et les faits avérés. Tout était prêt. Il n'y avait plus rien à modifier. Le chemin parcouru jusqu'ici avait été jalonné de patience, de pertes et de choix difficiles. Désormais, il ne restait plus qu'à en subir les conséquences. Le conflit central approchait inexorablement de son moment décisif, et aucun des deux camps ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. La réponse du consortium journalistique arriva plus vite que Julien ne l'avait imaginé. Pas de promesses, pas d'enthousiasme, juste un bref message confirmant la réception du document et demandant un échange immédiat via un canal sécurisé. Ce contact marqua le début de la confrontation définitive entre la version construite au fil des années et les faits qui s'imposaient. Durant l'appel, les journalistes n'ont posé aucune question à connotation émotionnelle. Ils se sont concentrés sur les dates, les chiffres, les recoupements techniques et les lacunes administratives. Julien a répondu avec précision, conscient que le dialogue ne portait pas sur l'indignation, mais sur la cohérence. Claire a complété ses propos en apportant un éclairage institutionnel, expliquant comment des décisions avaient été prises en dehors des procédures officielles, sans jamais exprimer explicitement d'intention. La force du récit résidait précisément dans l'absence d'accusation directe. Quelques heures plus tard, les premiers signes de réaction se sont manifestés. L'administration maritime régionale a publié un communiqué d'urgence annonçant l'ouverture d'un audit interne préventif. Le ton était neutre, mais la rapidité inhabituelle de la publication laissait présager une tentative de limiter les dégâts. Aucun nom n'a été mentionné. La disparition des pêcheurs a simplement été évoquée comme un événement historique connexe. Le véritable point culminant, cependant, ne résidait pas dans les déclarations officielles, mais dans une action inattendue. Arnaud Keller réapparut publiquement. Dans un bref entretien avec un média national, il affirma que son entreprise n'avait jamais transporté de matières illégales et que tout lien avec l'affaire de 2001 était purement spéculatif. Ce qui retint l'attention, ce n'était pas tant le démenti que la nervosité manifeste, contrastant avec la discrétion qu'il avait toujours affichée. Peu après l'entretien, le consortium publia son premier article. Point de titre sensationnaliste. Le texte présentait une chronologie détaillée, soulignant les incohérences entre les archives maritimes, les décisions administratives et les mouvements logistiques. Le coffre-fort n'y était pas décrit comme une preuve irréfutable, mais comme un élément symbolique d'une chaîne d'omissions. La réaction fut immédiate. Les médias internationaux reprirent l'information. Des experts indépendants commentèrent les données techniques, renforçant ainsi la crédibilité des faits. L'attention se déplaça rapidement du mystère à la responsabilité institutionnelle. La disparition des pêcheurs commença à être considérée comme la conséquence possible d'une opération secrète, et non plus comme une tragédie fortuite. Le tournant décisif survint le lendemain, lorsqu'un ancien employé d'une agence d'État aujourd'hui disparue contacta le consortium. Sous couvert d'anonymat, il confirma qu'en 2001, une opération d'urgence avait été menée pour l'évacuation maritime de matières sensibles ne pouvant être transportées par les voies officielles. Le transport avait été sous-traité de manière informelle et des bateaux de pêche avaient servi de couverture logistique temporaire. Cette révélation ne décrivait ni meurtre ni ordre direct, mais elle confirmait un point essentiel. Les pêcheurs avaient été exposés à un risque extrême sans leur consentement formel. Le silence qui avait suivi constituait une stratégie d'autoprotection institutionnelle.
Lorsque ces informations ont été rendues publiques, le récit a changé de façon irréversible. Les autorités ne pouvaient plus prétendre ignorer tout. Des enquêtes externes ont été annoncées, non pas d'initiative locale, mais sous la pression nationale et internationale. Julien suivait les événements à distance, conscient que ce moment marquait la fin de son rôle actif. Le conflit central avait été mis à nu. Non pas de façon héroïque ou dramatique, comme le promettent habituellement les récits, mais avec la froideur nécessaire pour résister aux épreuves. Claire ressentit l'impact différemment. Pour elle, le point culminant fut la prise de conscience qu'aucune réponse ne ramènerait les pêcheurs. Pourtant, voir la structure du silence s'effriter partiellement confirmait que la croissance discrète des derniers mois n'avait pas été vaine. Plouzané a réagi avec une stupeur contenue. Il n'y a eu ni manifestation ni affrontement. Juste un sentiment collectif d'amère confirmation. Ce que beaucoup soupçonnaient était désormais avéré. La mer n'était plus la seule coupable. Le dénouement n'offrait ni châtiment immédiat, ni fin définitive. Il offrait quelque chose de plus rare dans ce contexte, l'impossibilité de nier l'événement. L'histoire ne pouvait plus être réduite à un simple accident. La disparition de 2001 était désormais inscrite dans les archives officielles comme la conséquence de décisions humaines précises. Julien et Claire ne se sont rencontrés qu'une seule fois après la publication. Ils n'ont pas fêté l'événement. Ils ont échangé quelques mots, juste assez pour reconnaître que la voie qu'ils avaient choisie était la seule possible. La confrontation a atteint son paroxysme non par une explosion, mais par la révélation des faits. Et cela, pour toutes les personnes impliquées, était irréversible. Les semaines qui suivirent l'apogée des événements furent marquées par un silence d'un genre différent de celui qui avait plané sur Plouzané pendant près d'une décennie. Ce n'était plus le silence du déni, mais celui de l'assimilation. L'histoire était désormais consignée dans les archives publiques, les analyses techniques et les débats nationaux. Pourtant, dans le quotidien des habitants, les changements étaient subtils, presque imperceptibles pour ceux qui ignoraient le poids du passé. Les enquêtes externes ont progressé lentement et conformément au protocole. Des commissions ont été constituées, des audiences annoncées et des rapports préliminaires demandés. Aucune arrestation n'a eu lieu immédiatement. Aucune reconnaissance de culpabilité n'a été faite. Mais la disparition des pêcheurs a cessé d'être considérée comme un événement isolé et a commencé à être perçue comme une conséquence indirecte de décisions administratives spécifiques. Ce changement de perspective, à lui seul, a tout bouleversé. Les familles ont ressenti l'impact différemment. L'épouse de Yann a éprouvé un certain soulagement en voyant le nom de son mari associé à quelque chose de plus important qu'une simple erreur humaine. Ce n'était pas une justice complète, mais c'était une reconnaissance. La mère de Marc a finalement accepté de donner une brève interview, non pas pour accuser, mais pour affirmer que son fils n'avait jamais été imprudent. Les proches d'Émile sont restés silencieux, mais ont permis que son nom figure dans les documents officiels révisés. Dans le port, de petites transformations se sont manifestées. Les protocoles ont commencé à être remis en question. Les registres ont été contrôlés avec plus de rigueur. Les pêcheurs ont exigé des contrats clairs avant d'accepter des emplois atypiques. Aucun de ces changements ne s'est accompagné de grands discours. Il s'agissait d'ajustements pragmatiques, nés de la prise de conscience collective que la confiance aveugle avait un coût trop élevé. Julien décida de quitter la région peu après. Il reçut de nouvelles offres d'emploi, s'accompagnant désormais d'une réputation inattendue, non pas celle d'un héros ou d'un lanceur d'alerte, mais celle d'un homme perspicace, difficile à faire taire. Il accepta un contrat sur la côte ouest, se tenant à l'écart du milieu institutionnel français. Il n'emportait avec lui aucun trophée, mais une conscience plus aiguë de ce que son travail pouvait représenter. Avant de partir, il visita le port une dernière fois. Il observa les bateaux partir à l'aube, la préparation des filets, des gestes répétés qui avaient fait vivre des générations. Il pensait aux pêcheurs disparus, non comme à des victimes abstraites,
mais comme à une partie intégrante de cette continuité interrompue. La conclusion personnelle de Julien n'était pas celle d'une victoire, mais celle d'une prise de responsabilité. Claire est restée. Son poste a officiellement changé quelques mois plus tard. Elle a été réaffectée à un service de supervision documentaire bénéficiant d'une plus grande autonomie. Il ne s'agissait ni d'une promotion ni d'une sanction, mais d'une réorganisation soigneusement planifiée. Elle a néanmoins profité de ce nouvel espace pour centraliser les dossiers, recouper les informations et s'assurer que certains documents ne disparaissent plus. Au fil du temps, Claire est devenue une consultante recherchée par les chercheurs et les journalistes désireux de comprendre comment les décisions administratives peuvent engendrer des conséquences irréversibles. Elle s'exprimait avec précision, sans dramatisation. Sa conclusion était toujours la même. Les systèmes ne dysfonctionnent pas d'eux-mêmes. Ils sont le reflet de choix humains. Arnaud Keller devint une figure marginale. Son nom apparaissait dans les articles, toujours assorti de réserves juridiques. Aucune condamnation exemplaire ne fut prononcée, mais ces entreprises perdirent de leur importance. Les contrats ne furent pas renouvelés. Les partenariats se dissolvèrent discrètement. Ce ne fut pas une chute publique, mais un déclin progressif, silencieux et définitif. La mer, indifférente à tout cela, poursuivait son cours. Les tempêtes allaient et venaient. Le récif où se trouvait le coffre-fort était classé zone environnementale sensible, protégé de toute intervention future. Rien sur place ne laissait deviner ce qui y avait été dissimulé. Pourtant, pour ceux qui savaient, cet endroit revêtait une signification indélébile. La conclusion de l'histoire n'a pas apporté un réconfort total. Elle n'offrait ni réponse définitive, ni sanction proportionnée. Mais elle a établi un principe fondamental, l'impossibilité de revenir à la situation antérieure. La disparition de 2001 faisait désormais partie de la mémoire collective, associée à des décisions identifiables, et non au hasard. Julien et Claire se séparèrent, unis seulement par la certitude d'avoir fait tout leur possible dans les limites du raisonnable. Aucun des deux n'idéalisa le dénouement. Tous deux savaient que la vérité, lorsqu'elle finit par éclater, se termine rarement sans heurts. Plouzané a continué son cours, comme toutes les villes côtières. Mais sous la surface, un changement permanent s'était opéré. La mer demeurait puissante, imprévisible et silencieuse. Pourtant, elle n'était plus la seule responsable de tout ce qui disparaissait sous ses eaux. Des années plus tard, l'affaire des pêcheurs de Plouzané était encore citée dans les cours, les rapports et les débats sur la responsabilité institutionnelle. Non pas comme un scandale, mais comme un avertissement. Le nom du récif figurait sur les cartes environnementales, protégées par la loi. Certains disaient que la mer y paraissait plus calme, d'autres non. Claire continuait de classer les documents, désormais sans entrave. Julien, sur une autre côte, plongeait toujours, mais ne négligeait jamais les objets égarés. Le coffre-fort ne fut jamais retrouvé. Pourtant, pour ceux qui connaissaient l'histoire, il demeurait là, invisible, pesant, rappelant que certains secrets ne sombrent jamais à jamais. Si ce récit vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos impressions. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué et quelles questions restent sans réponse. Les histoires comme celle-ci prennent vie lorsqu'elles sont discutées, questionnées et partagées collectivement. Si vous appréciez les récits réalistes, les enquêtes approfondies et les témoignages qui remettent en cause les versions officielles, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les nouvelles histoires. Votre soutien contribue à maintenir cet espace actif et indépendant. Chaque abonnement, chaque commentaire et chaque partage amplifie la portée de ces voix trop souvent réduites au silence. Merci d'avoir lu jusqu'au bout et de faire partie de cette aventure. Nous continuons ensemble, toujours attentifs.